sur un sujet d'intérêt. J'ai la voix qui porte normalement. Et cette leçon inaugurale est faite de manière conjointe avec l'Université de Bordeaux-Montaigne. C'est une petite habitude que nous avons prise depuis quelques années, où le conférencier ou la conférencière présente à l'Université de Pau et des Pays de la Dour la conférence inaugurale qui est répétée le lendemain à l'Université de Bordeaux-Montaigne, donc avec des pratiques différentes. Donc, Madame Zancarini, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille. Merci. Je vous laisse entre de bonnes mains, puisque Laurent est chargé de vous présenter auprès des collègues. Merci à vous. Bonjour et bonne reprise à tous et à toutes. Je vais faire une courte présentation à la fois du thème choisi par Michel Zancarini et des présentations aussi L'histoire est un des sujets sur lesquels les Français aiment bien s'écharper, à plus constance et d'application. Ma voix porte aussi. Ah. À chaque rentrée, les mêmes journaux et magazines déplorent la disparition de Clovis, de Charlemagne, de Saint-Louis et de tant d'autres figures nationales. Peste contre une institution scolaire et des programmes qui non seulement fabriqueraient des crétins, pour reprendre l'expression de Briguelli, mais organiseraient la dissolution de notre grande nation dans le bain de la décadence ou de la mondialisation, ce qui revient d'ailleurs au même pour certains. Quand il s'agit d'histoire, la franchouillardise n'est jamais très loin et nos politiques en la matière ne sont pas en reste. Michel en parlera. Ni même certains philosophes qui ont fait de l'aigreur leur fonds de commerce. Ainsi, Alain Finkielkraut a-t-il publié en janvier 2017 une charge totalement hystérique contre l'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, dont il sera aussi question ici, estimant que, je cite, « mondialiser l'histoire de France, c'est dissoudre ce qu'elle a de spécifique, son identité, son génie propre, dans le grand bain de mixité, de la diversité, de la mobilité et du métissage. » Fermez les guillemets. Il est vrai que l'histoire en tant que discipline a été mise au service de la construction républicaine de la France, plus particulièrement dans les années 1870-1880. Et aujourd'hui encore, des politiques, des essayistes, ce qui est une plaie quand même très française, hein, c'est les essayistes, omniprésentes dans les médias, et plus surprenant même, des historiens, proclame à tue-tête que l'histoire doit enseigner l'amour de la patrie comme s'il fallait qu'elle se tienne au garde à vous. Le débat n'est pas neuf. Lucien Febvre, un de nos saints, un de nos pères, un père d'histoire, la discipline, Lucien Febvre, dès 1919, intitulait sa leçon d'ouverture à la faculté des lettres de Strasbourg « Contre l'histoire serve ». C'est dans cette conférence qu'il dit notamment une phrase qui est restée célèbre: une histoire qui sert est une histoire serve. Tout récemment, Patrick Boucheron, encore lui, dans l'introduction de l'histoire mondiale de la France, rappelait que l'histoire ne vise pas ni à célébrer, ni à dénoncer, qu'elle est avant tout un savoir critique sur le monde et non un art d'acclamation ou de détestation. Contrairement à ce qu'on entend si souvent, la critique ne se confond pas avec la repentance. Reconnaissons que les choses ne sont pas simples ou univoques. En effet, Sanjay Subramaniam, dont il sera aussi question, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, vous voyez, ce ne sont que des leçons inaugurales, soulignait dans un premier temps, je cite, « L'histoire est un récit égoïste ». J'aime bien cette formule. L'histoire est un récit égoïste. Le soi de l'histoire est donc la famille, le clan, l'ethnie, puis la ville, la patrie ou la région d'appartenance. Enfin, et surtout à partir des dernières années du XVIIIe siècle, l'État-nation. Dans ce genre, l'histoire est le jumeau siamois de la mémoire, soigneusement gardé comme le trésor d'un serpent. Le résultat est une histoire souvent écrite dans un style solennel, moralisateur et par conséquent assez peu ironique, qui se donne pour tâche de former des bons citoyens ou des patriotes fidèles. Si l'historien qui poursuit ce chemin ne se met pas suffisamment en garde, il peut vite se transformer en porte-parole strident d'un groupe ou d'une position idéologique, autrement dit d'une identité, ce dont il sera aussi question ici. D'où, pour Subramaniam, la nécessité de pratiquer ce qu'il nomme une forme de xénologie. Autrement dit,
Comment, par exemple, faire l'histoire de France sans jamais aborder celle de l'Allemagne, par exemple? Comment, pour reprendre l'expression heureuse de Patrick Boucheron, neutraliser la question des origines? Vous savez, cette histoire de nos ancêtres les Gaulois, ou encore du caractère intrinsèquement catholique de la France. Donc cette question des origines qui tend à nationaliser le récit historique. Ou, c'est la question à laquelle va répondre ici Michel Zancarini, écrire un récit national est-il encore possible? En 2 mots, Michel Zancarini donc, est professeur émérite, ça a été rappelé par Mohamed Amara, en histoire contemporaine, co-directrice de la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire. En fait, je ne vais pas tout raconter, tout résumer, mais il y a quelques axes majeurs dans les recherches de Michel. Il y a tout un pan sur l'histoire des femmes et du genre. Elle a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire des femmes, notamment une histoire des femmes en France, 19e-20e siècle, aux presses universitaires de Rennes en 2005. Il y a un deuxième axe extrêmement important aussi autour de mai 68, du moment 68, pour reprendre le titre de son ouvrage, publié au Seuil en 2008. Et puis, il y a une œuvre, puisque ce n'est pas seulement un livre, c'est une œuvre toute récente, qui l'a occupée pendant 2 bonnes années, qu'on a eu la chance de présenter au mois de décembre l'an dernier, ici, dans le cadre d'un séminaire interdisciplinaire et au Parvis. Un gros livre qui s'appelle « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours », paru à la découverte en 2016 et qui fait pas loin de 1000 pages, 990. Où il s'agit d'écrire l'histoire des gens de peu, écrire une histoire populaire des dominés, une histoire située des subalternes. Ce livre, elle va aussi en parler, a eu, ma foi, un très joli succès. Elle ne va pas être contente que je le dise, mais quand même, je trouve que c'est important. C'est un livre qui a été écoulé à 18 000 exemplaires, ce qui en histoire est beaucoup. Un tirage moyen en histoire aujourd'hui, c'est quoi? 300, 400 exemplaires, 500 grand maximum. Donc voilà, il y a vraiment, ça veut dire que ça correspond aussi à une attente. Voilà donc en quelques mots la présentation de Michel Zancarini, au maître de qui je vais vous laisser. Voilà, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vais essayer de déplier. Un peu ce que tu as dit. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, chers membres du public, je voudrais d'abord remercier l'Université de Pau et des Pays de l'Adour de m'avoir invité à cette, je veux dire, avant-première de l'année universitaire, puisque j'ai appris que l'année universitaire de Pau était quelque peu décalée avec la rentrée avec celle de Bordeaux. Et je voudrais dire tout le plaisir que j'ai de me retrouver dans les lieux où on m'avait déjà invité cet hiver. Mes collègues du département d'histoire et si bien accueillis que je n'ai pas hésité à dire oui quand on m'a fait la proposition. Alors, quelle proposition on m'a faite? Début juin, choisir un sujet, je cite, choisir un sujet d'intervention assez ouvert, en prise sur la recherche et sur l'actualité. J'ai donc immédiatement pensé au débat sur l'histoire qui avait occupé la campagne présidentielle. Et c'était poursuivi donc avec la publication du livre dont on a parlé de Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France. Et puis avec l'expérience qui était aimablement rappelée par Laurent Dornel, voilà, j'ai une petite expérience d'écriture d'une histoire nationale et donc j'ai essayé de faire le bilan avec vous, honnêtement, des 2 livres qui se sont qui ont tenté de faire cette histoire nationale récemment, donc en voyant à la fois les points communs et les différences très rapidement. Alors, nous sommes effectivement dans une période où l'histoire globale est plébiscitée et on peut se demander donc s'il est encore possible d'écrire une histoire de France qui ne s'enferme pas dans les frontières hexagonales et qui ne convoque pas un peuple imaginaire, socle de revendications identitaires. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure de discours politiques là-dessus.
Au nom de l'histoire globale, l'historien spécialiste de l'Asie du Sud-Est et de l'histoire impériale, Romain Bertrand, a appelé à s'abstraire du cadre de l'État-nation. Nous allons nous efforcer de répondre à cette interpellation à partir d'expériences éditoriales récentes, donc j'ai cité tout à l'heure, qui ont tenté de produire un autre récit historique dans un cadre national. Ça devrait marcher, voilà. Alors, comme évoqué tout à l'heure, donc, en novembre 2013, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, intitulée « Aux origines de l'histoire globale », Sanjay Subrahmanyam, historien d'origine indienne, mais se définissant lui-même comme un historien nomade, titulaire de la nouvelle chaire qui a pour titre « Histoire globale de la première modernité », fait le point sur ce courant historiographique, l'histoire globale, qui remet en cause le cadre de l'État-nation comme unité d'analyse historique. Du XVIe au XVIIIe siècle, les nouvelles connexions entre l'Europe, les Amériques, l'Afrique et l'Asie dessinent un autre espace et donc une histoire globale. C'est ainsi que les produits du Nouveau Monde d'Amérique, piments, patates douces, tabac, de même que l'or et l'argent, parviennent jusqu'en Chine. Et en Europe aussi, bien sûr. En Afrique occidentale, les nouvelles sociétés coloniales sont bâties en partie depuis la côte de Guinée, à partir de la traite des esclaves africains, mise en place dans un premier temps par les Portugais, bientôt suivie par les Espagnols, puis par les Français. Soucieux de prendre en compte ce qu'il appelle, je cite, la vision des vaincus, l'historien nomade s'éloigne d'une histoire centrée sur l'Occident. Bien que globale, l'histoire se construit à partir, selon lui, de parcours individuels singuliers et, comme il l'indique en conclusion, je le cite, « Cela veut dire qu'il est impossible d'écrire une histoire globale de nulle part. Ce type d'histoire, qui n'est pas voué pourtant, c'est ma profonde conviction, dit-il, à remplacer l'histoire faite à une échelle régionale, nationale ou continentale, mais à la compléter. Je suis également convaincu que l'on peut même trouver de nouvelles synergies en combinant ces variétés d'histoires sous le même toit. » Fin de citation. Dans un de ses cours, donc au Collège de France, qu'on peut trouver en ligne, hein, tout ce que je vous dis, vous pouvez le trouver en ligne et voir plus en détail. Dans l'un de ses cours, donc, ce professeur au Collège de France a prôné, je cite, « l'articulation et l'enchaînement de processus apparemment séparés, mais en réalité intimement liés. » Ces réflexions, donc, sur l'histoire globale nous permettent de reconsidérer les débats récents sur l'écriture de ce que certains nomment notre roman national et d'autres le récit national. On verra le détail de l'usage de ces termes. En effet, la récente campagne présidentielle a remis en selle un débat de près de 2 siècles sur les origines de l'histoire de France et un autre de moins de 40 ans sur la manière dont elle doit être enseignée. Nous allons faire le point donc, sur les arguments avancés par les hommes politiques et les polémistes dont tu as parlé, les essayistes, pardon, je devrais dire, pour être plus neutre, donc, qui proposent une histoire étriquée et excluante de la France. Pour nous intéresser ensuite à une autre manière d'écrire cette histoire qui prenne en compte, outre un espace qui n'est pas limité à l'Hexagone, les propositions du spécialiste d'histoire connectée, d'histoire globale, cité ci-dessus, je vous le rappelle, combiner les variétés d'histoire sous le même toit, articuler et enchaîner des processus apparemment séparés, mais en réalité intimement liés. Donc ma première partie est intitulée « Roman national, récit national, identité nationale, repentance, même combat ». Le 28 août 2016, à Sablé-sur-Sarthe, François Fillon, alors candidat à la primaire de la droite,
critique l'enseignement de l'histoire tel qu'il est dispensé. Les jeunes Français ignorent des pans de leur histoire, ou pire encore, apprennent à en avoir honte. Il faut réécrire les programmes d'histoire avec l'idée de les concevoir comme un récit national. Et c'est là il a proposé 3 académiciens. Il y en avait déjà 2 qui s'étaient proposés. Le récit national, c'est une histoire faite d'hommes et de femmes, de symboles, de lieux, de monuments, d'événements, qui trouvent un sens et une signification dans l'édification progressive de la civilisation singulière de la France. Dans le même discours, François Fillon précise « Être français, c'est se sentir chez soi, dans une épopée où tout s'enchaîne. Le Moyen-Âge chrétien, la Renaissance humaniste, la monarchie absolue, la Révolution citoyenne, l'Empire triomphant, les républiques progressistes. » Et avec une pointe d'histoire globale un peu particulière, pourrait-on dire quelque peu ironiquement, le candidat donne l'exemple des enfants chinois qui, eux, apprennent par cœur la liste des dynasties qui ont régné sur leur pays. Le 19 septembre 2016, lors d'un meeting à Franconville, dans le Val d'Oise, son rival dans la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy, défend l'identité nationale en déclarant « Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, au moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétorix. » Reprenant ainsi l'antienne forgée au XIXe siècle et bien connue, autrefois notre pays s'appelait la Gaule et nos ancêtres les Gaulois. Exprimée par plusieurs candidats de la droite, la nécessité d'un récit national, ce sont les mots de Fillon, unitaire et fédérateur, a même obtenu le soutien improbable de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, qui réfute cependant les origines gauloises de la France. Le 27 septembre, à Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, ce dernier a déclaré « Moi, je ne veux pas d'une ethnicisation gauloise du débat, mais oui, je dis que nous sommes les filles et les fils des Lumières et de la Grande Révolution. À partir du moment où on est français, on adopte le récit national. » Point de vue qui correspond à une approche fondée sur l'unité de la culture républicaine, héritée de la Révolution française, bien représentée à gauche et à l'extrême gauche. Inversement, au cours de cette campagne électorale, lors d'une interview à une chaîne de télévision algérienne, Emmanuel Macron a fait polémique avec l'une de ses phrases. « La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. » Cette affirmation a fait réagir vivement la droite et l'extrême droite, et même certains spécialistes de l'histoire de la colonisation, plutôt classés à gauche, qui pensent que l'histoire est plus complexe que la façon dont elle est énoncée, que cette affirmation donc péremptoire. Pour François Fillon, que je cite, « Cette détestation de notre histoire, cette repentance permanente est indigne d'un candidat à la présidence de la République. » Le programme du Front National pour les élections présidentielles, dont la candidate entendait, je la cite, sa tribune, en général dans les meetings, donner la parole au peuple, répondait à l'ambition, je cite, de défendre l'unité de la France et son identité nationale et proposait de renforcer l'unité de la nation par la promotion du roman national et le refus des repentances d'État qui divisent. C'est l'article 97 du programme du Front National. Le thème de la repentance avait été théorisé en 2006 par un historien spécialiste de l'histoire économique de l'Algérie et de l'Empire français, Daniel Lefebvre, dans un ouvrage intitulé « Pour en finir avec la repentance coloniale ». Alors, ce terme de roman national, depuis quand est-il, passé dans l'usage courant? Il a été promu en 1992 par Pierre Nora dans la conclusion des lieux de mémoire, qui citait comme référence, en note, le livre du sociologue Paul Lyonnais, à paraître en 1993 dans la collection Le Débat, donc collection de Pierre Nora, chez Gallimard. Intitulé « Voyage au centre du malaise français, l'antiracisme et le roman national », donc voilà, le terme roman national apparaît dans l'édition. L'ouvrage désignait ainsi le patrimoine commun qui aurait été détruit par le combat des antiracistes.
de la Marche pour l'égalité à l'automne 83 à SOS Racisme créé en 85, qui aurait contribué à installer la notion de race que ces derniers prétendaient combattre. On pourrait s'interroger sur les non-lieux de mémoire qui ont été récemment étudiés. C'est un livre qui vient de sortir pour la Lorraine industrielle, qui s'appelle non-lieux de mémoire, les non-lieux de la mémoire des immigrations en Lorraine, mémoire et invisibilité sociale. Je crois qu'il faut citer le titre, qui est sorti aux presses universitaires de Lorraine en 2016. Donc, les non-lieux de mémoire de la Lorraine industrielle ou les lieux de l'oubli décolonisé, dont l'évocation est absente des lieux de la Somme, du grand œuvre de Pierre Nora, des lieux de mémoire, comme des immigrés, bien qu'ait été rajouté in extremis dans le dernier volume, une réflexion sur l'immigration sous le vocable français et étranger. Au début du XXIe siècle, l'expression roman national s'est banalisée. Elle est passée dans le langage courant pour désigner un récit patriotique édifié par les historiens du XIXe siècle qui, dans un déroulement linéaire, met en avant la grandeur du pays depuis les temps anciens. Alors, on va essayer de décortiquer ça. Dès le premier XIXe siècle, Augustin Thierry proclamait, comme l'a étudié Sylvain Venère, après d'autres, mais Sylvain Venère a fait un point récent, donc, dans les origines de la France, quand les historiens inventaient la nation, en 2013. Donc, je cite Augustin Thierry, « L'identité nationale est le fondement sur lequel repose depuis tant de siècles l'unité de dynastie. » Donc, c'est mis en rapport avec la royauté. En 1987, date que les historiens de l'Institut du temps présent avaient refusé de commémorer, compte tenu du peu d'importance pour eux du règne du Capet, la célébration de la dynastie capétienne, ce qu'on a appelé ensuite le millénaire capétien, est l'occasion de l'appropriation du thème de l'identité nationale par la droite au pouvoir du fait de la cohabitation, depuis 1986, je vous le rappelle. Pierre Nora le souligne en 1992 dans sa conclusion des lieux de mémoire, je le cite. « La France avait donc 1000 ans, une date de naissance, une paternité justifiée, donc une identité. Celle-là même que Fernand Braudel venait tout juste l'année précédente d'inscrire dans la longue durée. » Donc en se mettant sous le patronage de Braudel qui a écrit l'identité de la France, son dernier livre dont publié de façon posthume. Pierre Nora justifie ce millénaire capétien et cette France depuis 1000 ans. En 1996, après la commémoration du 15e centenaire du baptême de Clovis par l'évêque Rémy, et bien que la date de 496 censée inaugurer l'alliance de la monarchie française avec l'Église catholique soit considérée par les historiens médiévistes comme très incertaine, le roman national s'est paré de références généalogiques chrétiennes. Pour cela, il a été conforté par la publication d'un livre de la médiéviste Colette Beaune, qui s'appelait « Naissance de la nation France », et on a surtout utilisé son titre plutôt que le contenu du livre, dans lequel elle écrivait, je cite, « La religion conforte l'unité nationale, au Moyen-Âge bien sûr. Valeur nouvelle, la nation ne cherche pas à être une valeur laïque à cette époque, mais au contraire, s'inscrit dans le sacré et participer à son prestige. » Donc, ce livre a été utilisé pour développer cette idée de la France éternelle, qui est repris entre autres par Nicolas Sarkozy, devenu président de la République en 2007, et qui inaugure ce qu'on a défini comme l'ère de l'identité. C'est ce qu'a écrit Vincent Martini, c'est la dernière référence ici, « Dire la France, culture et identité nationale, 1981-1995. » Donc, cette identité nationale, elle est même inscrite dans la lettre de mission du 31 mars 2009, adressée à Éric Besson,
ministre de l'Identité nationale, de l'immigration et du co-développement. Et Nicolas Sarkozy projette de créer un musée d'histoire de France, qui est devenu ensuite, qui s'est appelé la Maison de l'Histoire de France, qui finalement ne verra pas le jour, compte tenu de la fronde d'un certain nombre d'historiens et d'historiennes qui ont dénoncé, je cite, les risques considérables de régression collective à travers un projet de musée de l'histoire de France qui impose une histoire officielle de la France, une vision autoritaire de l'idée nationale, une conception passéiste du savoir historien. Une historienne, avait compris très vite ce qui se passait, c'est Suzanne Citron. Suzanne Citron, elle avait décortiqué précocement, dès 1987, le mythe national. Elle vient de republier une réédition actualisée, donc très récemment. Ce que nous appelons roman national, elle dit que c'est le plaquage sur l'ancien régime d'avant la Révolution française, d'une origine ethnique forgée dans le premier 19e siècle, en particulier en 1828 par Amédée Thierry, le frère de l'autre, dans son Histoire des Gaulois. Français, écrivait ce dernier, il avait voulu, je cite, connaître et faire connaître une race dont descendent les 19/20e d'entre nous. Théorie reprise dès 1833 par Michelet dans le premier livre de son Histoire de France, l'histoire des Gaulois précédant la généalogie des dynasties royales, celle que François Fillon voulait faire enseigner aux enfants. L'imaginaire ainsi forgé dépend du cadre spatial, celui d'une nation territorialisée dans une Gaule quasiment préexistante. D'où une histoire politique et militaire, avec, dans le cadre national, le déroulement d'un récit qui est une suite d'événements, de héros, de rois, de dirigeants, qui structure de façon continue l'avancée du temps dans un territoire certes en extension, mais où les langues et les cultures diversifiées sont rejetées, en particulier au moment de la Révolution française, entre autres par l'abbé Grégoire, on pourra revenir là-dessus dans la discussion. Le manuel de Lavis pour le cours moyen édition de 1912, qu'on a réédité avec un bonheur sans fin et que certains ont acheté, conclut « En défendant la France, nous travaillons pour tous les hommes de tous les pays, car la France, depuis la Révolution, a répandu dans le monde des idées de justice et d'égalité. » Fin de citation. La conviction d'une supériorité de la civilisation française universaliste engendre une bonne conscience colonialiste qui relègue dans le non-dit l'histoire des peuples colonisés auxquels l'école républicaine impose à tous des ancêtres gaulois. Cependant, comme le souligne ironiquement Sylvain Venner dans son ouvrage sur les origines de la France, quand les historiens inventaient la nation, que j'ai déjà cité, René Goscinny et Albert Uderzo, avec leur BD d'Astérix, ont fait beaucoup plus, ont perpétué plus efficacement que les historiens du 19e des représentations d'un ancien passé national gaulois. On le voit, la question de l'histoire, et singulièrement la manière dont elle doit être enseignée, a été agitée pendant toute la campagne présidentielle de 2017. J'ai été peut-être un peu longue, mais il me semble qu'il fallait regrouper tous ces discours pour voir dans quel sens ils allaient. La question n'est pas donc la question comment enseigner. La question n'est pas nouvelle. Déjà en 1979, dans Le Figaro, Alain Decaux publiait un retentissant « Français, on n'apprend plus l'histoire à vos enfants ». Près de 40 ans plus tard, on tient le même discours. Jean Sévillia, journaliste au même Figaro, et l'essayiste Dimitri Casali accusent, là où l'école d'autrefois parlait nation, patriotisme et assimilation, celle d'aujourd'hui parle mondialisation, ouverture des frontières et droit à la différence. À l'école primaire devenue obligatoire sous la Troisième République, l'enseignement de l'histoire, donc, organisé dans les programmes et les manuels par Ernest Lavis, devait servir à montrer, après la défaite de 1871 face à la Prusse, la grandeur et l'unité de la France, et entendait transmettre un récit national qui célébrait la patrie et ses héros censés l'incarner. Ce qui n'empêchait pas, il faut nuancer, la défense de ce qu'on appelait les petites patries, comme l'ont montré deux historiens, Jean-François Chanet, entre autres, et Anne-Marie Thiès.
La controverse actuelle sur l'enseignement de l'histoire a cependant changé de rhétorique argumentative. La focale sur le rejet de la mondialisation et du droit à la différence cible les populations migrantes considérées comme irréductiblement étrangères qui menaceraient culturellement l'unité nationale. Nicolas Sarkozy, qualifiant en 2015 cette menace de crise identitaire, réavivait ainsi un terme majeur du RPR avancé dans la campagne des législatives de 86. Mais j'ai été très surprise en lisant le livre de Vincent Martini de voir qu'en 87, SOS Racisme avait avancé la première, comme association antiraciste, la problématique de l'intégration pour les immigrés et proclamait non plus le droit à la différence, mais le droit à la ressemblance, tournant fondamental sur l'immigration et l'identité nationale qui, de droite à gauche, donc, imprègne depuis le débat politique français. Pierre Nora déclare en mai 2015 que les nouveaux programmes en préparation pour la rentrée 2016, qui sont à cette date en cours d'écriture et non définitifs, je cite, portent à l'évidence la marque de l'époque, une forme de culpabilité nationale qui fait la part belle à l'islam, aux traites négrières, à l'esclavage, et qui tend à réinterpréter l'ensemble du développement de l'Occident et de la France à travers le prisme du colonialisme et de ses crimes. Faire de l'humanisme et des Lumières un thème facultatif, ce qui n'était pas vrai, je ferme la parenthèse, alors qu'il est central, est à cet égard très significatif. Alors, il faut revenir à ces arguments et comprendre comment la diffusion de l'expression roman national est intervenue alors que se pose la question postcoloniale dans l'espace public pour la reconnaissance à la fois de la situation de domination subie par les populations colonisées, aspect occulté du récit patriotique qui présentait la colonisation comme une œuvre civilisatrice, et les discriminations vécues par leurs descendants. Depuis la fin du XXe siècle, s'est développée la thématique de la repentance pour dénoncer une approche qualifiée d'accusatrice de l'histoire nationale. Alors que François Mitterrand s'était refusé à reconnaître officiellement la responsabilité de l'État dans les crimes antisémites du régime de Vichy, cette question a connu une régulation politique avec Jacques Chirac, devenu président de la République, qui a reconnu la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv le 16 juin 1942. Il en est de même, quelques années plus tard, pour la traite des Noirs, reconnue comme un crime contre l'humanité par la loi Taubira en 2001. Poursuivant les politiques de reconnaissance des crimes étatiques du passé colonial, François Hollande a déploré, lui, je cite, l'abandon des harkis par les gouvernements français à la fin de la guerre d'Algérie en 1962 et a par ailleurs inauguré en novembre 2014 à Thiaroye au Sénégal un mémorial en l'honneur des tirailleurs, ex-prisonniers de guerre, qui s'étaient révoltés pour réclamer les arriérés de soldes dus et non versés. Des dizaines de morts furent tués par l'armée coloniale française le 1er décembre 1944. François Hollande a déclaré, en novembre 2014, « Je voulais venir ici, je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils, car c'est ce qui s'est produit, ce fut la répression sanglante de Thiaroye. » Mais dans cette reconnaissance d'une injustice, qui fut un massacre, on ne sait pas quels sont les responsables. Ce sont, dans le texte de François Hollande, ce sont les Français. Et ils ne sont pas explicitement désignés. La bataille politico-culturelle autour de la question du roman national, liée directement à celle d'une immigration postcoloniale, se poursuit aujourd'hui. Mais les enjeux politiques ont changé. La visibilité dans l'espace public des populations de descendants de colonisés, corrélée à la perception du danger de l'islam après les crimes commis par Mohamed Merah en 2012 et les attentats meurtriers de 2015 et 2016, est considérée par certains comme une intrusion insupportable dans le corps national.
La crispation identitaire face à la présence en France de populations dites immigrées, définies comme irréductiblement étrangères, même si elles sont de nationalité française depuis plusieurs générations, s'accompagne de la mise en avant d'une conception étroite et déshistorisée de la laïcité. C'est dire comment a pu être accueillie l'histoire mondiale de la France, entre autres par l'académicien Alan Finkielkraut, dont nous parlions tout à l'heure, qui s'est violemment exprimé dans tous les médias au lendemain de la parution de cet ouvrage en janvier 2017. L'académicien y déplore la sous-représentation de la grande culture française dans cette histoire mondiale et établit la liste des absents illustres. L'ouvrage, écrit-il, je cite, est un bréviaire de la bien-pensance et de la soumission, reprenant ainsi le titre du livre de Houellebecq. Ces auteurs, je cite encore Finkielkraut, des fossoyeurs du grand héritage français, qui n'ont que l'autre à la bouche et sous la plume. Le dégoût de l'identité a fait place nette de la culture. Et il conclut sur un ton crépusculaire, il n'y a pas de civilisation française, la France n'a rien de spécifiquement français, c'est par cette bonne nouvelle que les rédacteurs de ce qui voudrait être le lavis du XXIe siècle entendent apaiser la société et contribuer à résoudre la crise du vivre ensemble. Quelle misère! Voilà. Alors, dans ce paysage politico-médiatique que j'ai essayé de vous décrire, marqué par les théories déclinistes d'académiciens et d'essayistes sur l'état de la France, une autre histoire nationale est-elle possible? J'examinerai donc, dans cette seconde partie, certaines propositions alternatives pour écrire une histoire nationale qui se garde d'être un roman national à visée identitaire et qui adopte d'autres codes narratifs d'écriture de l'histoire pour qu'elle soit accessible à un plus grand nombre. L'ouvrage collectif « L'histoire mondiale de la France », paru en janvier 17, donc on en a déjà parlé, dont on va reparler, comme Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France 1685-2005, que j'ai publié en novembre 2016, s'inscrivent dans cette perspective et présentent des points de vue communs comme également des différences. Le premier est un livre collectif de 122 auteurs, dirigé par Patrick Boucheron, avec une équipe de 4 coordinateurs, Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin et Pierre Singaravelou, que je crois que vous avez entendu ici. Le second, un ouvrage écrit par une seule plume. Le premier présente une succession de dates, choisies et ordonnées par grandes séquences, composant une histoire chronologique, mais qui n'est pas enfermée dans le carcan national, mais ouverte sur le monde. Car comme l'écrit Patrick Boucheron, une histoire par date n'est pas forcément réactionnaire, même si elle peut l'être parfois, mais je ne citerai personne. Son histoire mondiale se développe donc entre 146 dates, de la grotte Chauvet, 34 000 avant Jésus-Christ, aux attentats à Paris en janvier 2015. Nous reviendrons sur ces choix, comme sur ceux adoptés dans l'histoire populaire de la France, qui commence en 1685, au mi-temps du règne de Louis XIV, et se termine en 2005, année cruciale de débat sur l'écriture de l'histoire de France, sur la colonisation et sur le rôle social des historiens. Le récit discontinu des luttes et des rêves se coule cependant dans une chronologie traditionnelle, avec quelques écarts à la marge, pour ne pas désarçonner lectrices et lecteurs, dans la mesure où on n'y retrouve pas ou peu de grands hommes, mais des événements, à vos souhaits, liés à des trajectoires individuelles, des vies minuscules de gens de peu, parsemées de luttes pas toujours, c'est un euphémisme, victorieuses et de rêves, car comme l'écrit magnifiquement Éric Vuillard, en évoquant la sédition dans son livre 14 juillet, je cite, « Elle, donc la sédition, surgit dans le monde et le renverse, puis sa vigueur faiblit, on la croit perdue, mais elle renaît un jour. Son histoire est irrégulière, capricante, souterraine et heurtée. Car il faut bien vivre, il faut bien mener sa barque, et on ne peut pas s'insurger toujours, on a besoin d'un peu de paix pour faire des enfants, travailler, s'aimer et vivre. » C'est une belle citation. Au-delà donc des différences, et sur d'autres sur lesquelles je reviendrai, on peut
trouver les points communs qui rapprochent ces deux expériences éditoriales. Destinés à un public le plus large possible, les deux ouvrages partagent une vision politique de la discipline historique comme savoir critique et la nécessité de diffusion des savoirs contre ce que Patrick Bouchon appelle l'étrécissement identitaire. C'est l'étrécissement. Alors, une forme d'écriture de l'histoire accessible au plus grand nombre. L'histoire mondiale de la France se présente comme une chronique, faisant de chaque date un mini-récit relativement court, mais qui déborde largement le périmètre chronologique de chacune d'entre elles. Elle dessine une intrigue, chaque date. Donc pour chaque date, on a une intrigue qui explique un contexte. Les luttes et les rêves déroulent un récit à la forme narrative assumée, avec le parti pris d'une histoire au ras du sol, celle des protagonistes les plus ordinaires, en montrant leur capacité à comprendre, à interpréter le monde et à le raconter. D'où l'importance accordée autant que faire se peut aux voix, aux sons, aux paroles, aux cris, aux chansons, retrouvées dans des textes et documents de nature diverse. Donc une histoire de longue durée sur 4 siècles, même si elle ne se présente pas comme linéaire, reconstructrice de cohérence rétrospective, mais une histoire qui assume de mieux comprendre le passé par le présent, en partant des questionnements et des interpellations du monde actuel. Deuxième point commun, chacun des deux ouvrages entend briser l'idole des origines, même si les solutions adoptées diffèrent. L'histoire mondiale de la France neutralise le mythe des origines dans la première séquence, magnifique, je trouve, intitulée « Aux prémices d'un bout du monde », en partant de la découverte de la grotte Chauvet, grotte peinte vers 34 000 avant Jésus-Christ, notice sous-titrée « Inventer le monde dans les entrailles de la terre ». Évoquer la France avant la France, c'est déconstruire le vieux mythe de ses origines gauloises. On ne sait pas grand-chose des hommes dits de Cro-Magnon qui ont vécu dans ces grottes. Ils s'attraillaient l'os, le bois ou la peau et fabriquent des colliers bien avant que la France n'existe. Mais ils ont décoré les parois de leur refuge avec des fresques sur lesquelles sont peints des animaux, chevaux et lions, mais aussi des mains, signe sans doute de valeurs politico-religieuses. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont interprétées par les archéologues. La seconde notice, 23 000 avant Jésus-Christ, où l'homme se donne un visage de femme, est la date approximative de la plus ancienne représentation humaine, féminine, la dame de Brassempouy, haute de 3 cm, et sculptée dans un ivoire de mammouth. Les luttes et les rêves contournent volontairement la question des origines, en choisissant comme point de départ du récit une date symbolique. Au cœur du règne de Louis XIV, souverain qui incarne par excellence l'absolutisme, j'ai choisi l'année 1685. Il s'agit d'une année terrible, avec l'adoption aux Antilles d'un régime juridique de l'esclavage, le premier dans le monde, à la française, si je peux dire, appelé ensuite Code noir, la proclamation de l'édit de Fontainebleau qui interdit par la force aux protestants d'exercer leur religion, ce qui les contraint à abjurer, s'exiler ou à se retrouver aux galères, et celle de l'enfermement des mendiants envoyés aux galères en cas de récidive et d'arrestation. Donc ce sont des situations de domination absolue en apparence, mais on peut relever divers actes de résistance ou d'escapisme, des réunions clandestines, des rébellions à bas bruit ou des révoltes individuelles ou collectives. Débuté ce livre par les Antilles en 1685, entendait déplacer le point de vue pour montrer l'importance du passé colonisateur de la France, mais aussi les liens réciproques des territoires colonisés et de la France. On arrive ainsi au troisième point commun entre ces deux ouvrages, leur volonté de briser l'enfermement des frontières hexagonales. L'exergue de l'histoire mondiale de la France explique le recours à une histoire monde. C'est une citation de Michelet dans l'introduction à l'histoire universelle de 1831. Voilà ce que dit Michelet. Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. Pour les auteurs, donc, du livre publié en 2017, il s'agit, je les cite, d'expliquer la France par le monde, écrire l'histoire d'une France qui s'explique avec le monde,
en faisant le constat que la France n'existerait pas sans ses liens avec un monde dont les configurations varient selon les contextes et l'histoire. Au néolithique, c'est le Proche-Orient, puis la Méditerranée dans le monde gréco-romain. Au XXe siècle, c'est la conquête de l'espace. Donc le monde n'est pas le même du début à la fin de cet ouvrage. Les luttes et les rêves présentent, outre cette histoire par en bas dont j'ai parlé, qui lui est spécifique, une histoire vue d'ailleurs, de l'extérieur à l'intérieur, si on peut dire, des colonies, depuis le XVIIe siècle, devenues outre-mer, et vers l'extérieur tout court, l'étranger. Il part du cas des esclaves importés d'Afrique aux Antilles et des populations autochtones appelées Caraïbes par les Européens, qui ont soumis et dominé, souvent par la violence, ces populations qu'ils se sont efforcés de catéchiser. Les colonisés des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, puis ensuite d'Afrique, de Nouvelle-Calédonie, d'Indochine, des comptoirs de l'Inde, prennent toute leur place dans le récit. Certains moments historiques sont particulièrement propices à ce dépassement des frontières hexagonales, telle l'émigration des protestants après 1685, la Révolution de 1948 et le Printemps des peuples, ou encore ce que j'ai appelé l'extension du domaine impérial entre 1871 et 1914. Elle est aussi ouverture avec l'arrivée depuis le XIXe siècle, et dans tout le XXe siècle, et le XXIe aussi un peu moins, de populations migrantes, accueillies, j'aime beaucoup cette expression, à bras fermés. C'est l'expression d'un documentariste, Alvaro Bizzarri, et qui ont façonné ce pays en construisant des échanges de tous ordres avec leur pays d'origine. Pour terminer, je vais évoquer certains actes de réflexion pour décentrer le récit national. La proposition de notre historien nomade sur l'articulation et l'enchaînement de processus apparemment séparés, mais en réalité intimement liés, m'a incité à mettre, c'est un exemple, en relation trois phénomènes apparemment très éloignés. À la fin du XVIIe siècle, la question des Indiennes se pose. Un arrêt royal de 1686, donc tout de suite après 1685, interdit de fabriquer, de vendre et de porter des Indiennes, ces toiles peintes ou imprimées. Et j'ai connecté ceci avec l'action des fabricants huguenots exilés à Genève ou dans les villes franches d'Alsace, après la révocation de l'édit de Nantes de 1685, qui fabriquent pour le commerce triangulaire des toiles indiennes échangées sur les côtes africaines contre des esclaves, qui sont emmenés ensuite par la force aux Antilles. Et dans les Caraïbes, les esclaves travaillent dans des plantations d'indigoterie, pour fabriquer l'indigo, la teinture, de Guadeloupe ou de Saint-Domingue, donc produire cette teinture bleu profond, presque violet, utilisée pour les toiles indiennes. Et dernière connexion, l'insurrection à bas bruit des consommatrices, qui veulent à tout prix, les femmes, surtout, porter ces indiennes, et qui exercent leur capacité d'agir en utilisant la contrebande et la fraude, étudiée par Anne Montenac dans un livre, dans des articles, dans un livre qui vient de sortir. Et donc, le réseau le plus connu, et que vous connaissez sûrement, est celui de Mandrin, qui faisait aussi la contrebande dans le Dauphiné. Relier ces phénomènes apparemment disjoints par des connexions spatiales et avec variation de temporalité et des échelles d'analyse fait gagner de l'intelligibilité de circuits et de situations complexes. Le rôle de l'histoire est aussi d'aider à déjouer des blocages perceptibles dans le présent, même si l'histoire est rétive, à juste titre, à un récit orienté, à un ordre, à un sens, qui viennent de Dieu, de la providence, du prolétariat, du progrès ou de la mondialisation. Il s'agit, dans une réappropriation du politique, de saisir les possibles de l'histoire non aboutie, les futurs du passé, dit Koselleck, non advenus, l'horizon d'attente, de sauver le passé à la manière décrite par Benjamin, afin d'explorer les futurs possibles du présent. Cette approche a été systématisée récemment par Quentin Deluermoz et Pierre Singaravello
dans Pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu. Une histoire des mondes réels oubliés des subalternes est aussi une histoire de le monde possible non advenu qui en furent des présents brûlants pour les protagonistes avant d'échouer ou de rester sans postérité visible. Cette autre histoire complète et modifie à la fois les nombreuses histoires de la France. Au total, on ne peut ignorer les dimensions sociales, politiques et éthiques de l'écriture de l'histoire et le rapport contemporain au temps qui ne peut se limiter au présentisme mis en valeur par François Hartog. Les acteurs sociaux s'interrogent sur le passé à l'aune des questions du présent et inversement questionnent le présent à l'aune du passé. Parce que des pans entiers de l'histoire ont été négligés ou passés sous silence, les phénomènes récents de recours à la justice et les demandes de réparation des préjudices de l'histoire peuvent conduire à une lutte de mémoire concurrente qu'il serait délétère d'approuver ou d'encourager. Ni roman national, ni texte intangible, l'écriture de l'histoire de France est révisée en permanence et continue de se construire et de se réécrire jour après jour. Cette histoire nationale complexe ne peut s'abstraire des temporalités mondiales et européennes. Mais c'est aux lectrices et aux lecteurs de se forger leurs propres réflexions et points de vue. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence. Une petite question me vient au vu de ce que vous avez dit et par rapport à votre ouvrage donc, des luttes et des rêves, qui m'a rappelé un peu l'histoire populaire américaine d'Howard Zinn, qui faisait lui l'histoire des lapins et non pas l'histoire des chasseurs, enfin, un peu l'objet de votre ouvrage. Et dans l'objectif de l'ouvrir à un public très large, je ne suis personnellement pas du tout historienne, hein, je me demandais si vous aviez le projet, comme ça a été le cas pour Howard Zinn, de faire une bande dessinée de cet ouvrage comme il l'a fait, et qui c'est un peu l'histoire racontée aux enfants. Aux États-Unis, je crois que ça marche pas mal, cette bande dessinée. Et voilà, c'est juste est-ce que cette idée vous a traversé, puisque vous parliez à un moment d'Obélix et de la Gaule. Alors, il va sortir une histoire de France en bande dessinée, et je ne voudrais surtout pas la concurrencer. Première chose. Deuxième chose, je suis d'une génération de filles qui malheureusement ne lisaient pas des bandes dessinées. Et je suis désolée, c'était même interdit quasiment. Et donc, si vous voulez, je ne sais pas lire les bandes dessinées. Et troisièmement, j'ai eu une expérience qui n'a pas été très bonne. On m'a demandé, j'ai déjà fait ça, on m'a demandé de faire quelque chose sur les femmes migrantes. Et j'ai fait un texte sur les femmes migrantes et il y avait un dessinateur qui devait... on devait se croiser, on peut dire, pour mettre ça en image, on pourrait dire, et en BD. Et ça n'a pas du tout fonctionné. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ce n'est pas une réussite. Cet album n'est pas une réussite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des albums qui réussissent. En tout cas, l'expérience que j'ai eue toute petite ne m'incite pas à précipiter. Mais alors, s'il y a des dessinateurs qui veulent le faire, je suis absolument tout à fait d'accord. Il vient de sortir d'ailleurs L'Empire américain, qui est en fait une interprétation des écrits de Howard Zinn en BD, qui est une vision en BD de l'impérialisme américain au XXe siècle. C'est tout à fait remarquable, en noir et blanc. Et sinon, simplement par rapport à Howard Zinn, c'était un peu la commande que j'avais eue, faire une histoire à Howard Zinn, l'éditeur. Mais je pense que j'ai fait à la fois quelque chose qui s'en rapproche, on peut dire, mais qui n'est pas exactement la même chose. Parce que je me méfie des histoires saintes, y compris du peuple, si vous voulez. Et bon, j'ai fait dans mon livre, et bon, il y a des lecteurs qui n'ont pas toujours apprécié, mais
je tiens à l'avoir fait. J'ai rappelé la décennie xénophobe, antisémite des ouvriers à la fin du 19e siècle. Ça fait pas chic, mais bon, je crois que ça fait partie aussi des choses et que aujourd'hui, en 2017, vu l'évolution politique de la France, c'est important de réfléchir à ces moments-là aussi et à ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est peut-être moins une histoire, je ne le considère pas du tout, je trouve que le bouquin de Zine, quand je l'ai lu, moi, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il faudrait faire pour la France. Quoi. Voilà. Puis après, j'avais laissé tomber, mais bon. Donc, je crois que j'ai fait une histoire peut-être moins militante, engagée, ça c'est sûr. Enfin, je me revendique comme une historienne engagée, mais pas militante. Voilà. Et voilà. Si je peux dire ça. Et bonsoir, bonjour. Et merci pour la conférence. Et moi, je voudrais partager un commentaire. Et, bon, je ne sais pas. À Mexico, par exemple, nous avons aussi une fiction, un roman de notre histoire. Une histoire souffrante, une histoire qui vient depuis la conquête, etc. On fait une histoire comme ça. Et j'ai remarqué ici, parmi les différentes citations que vous avez données, que vous savez que bon, ici c'est une sorte de cosmovision des conquérants, non? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, Fillon qui a dit que l'histoire de la France est l'histoire d'après beaucoup de périodes. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette cosmovision, on peut dire comme ça, psychosociale voilà, du peuple? Parce que, par exemple, vous engagez à démontrer que vous savez, bon, certains qui pensent comme ça, qui ont dit ah voilà, la France a été ça. Par contre, nous, en tant qu'un peuple conquéri, c'est un peuple qui dit oh, la souffrance qu'on a subie, il faut être forte, il faut être bien, comment on dit, bien fier de ça. Parce que là, c'est un peu, je pense que ça c'est un côté intéressant de voir comme c'est la cosmovision qui permet de faire une fiction à la fin du roman. Je ne sais pas si je m'exprime bien. J'espère que j'ai bien compris votre question, mais bon, vous me direz si ma réponse vous satisfait ou pas. J'ai voulu citer ces textes d'hommes politiques parce qu'ils se font... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce récit qui part... Merde. Je savais que j'allais faire une bêtise. Voilà, c'est bon. Qui part de la Gaule et qui passe par les rois, etc. etc. C'est qu'on rejette ceux qui ne sont pas d'ici. On rejette ceux qui ne sont pas nés en France depuis X générations, etc. C'est ça qu'on rejette. Hein. Y compris... je suis désolée. Si l'électricité, c'est pas terrible. Ça va, tu vas pas griller. Ah non, mais moi, il faudrait du temps. Donc, voilà, si vous voulez, il y a ça qui est derrière. C'est ça qui est le problème. Hein. Derrière votre question, l'idée, le peuple, je pense que le peuple, c'est un terme complètement polysémique et qui est très variable selon les périodes où on l'envisage et comment on l'envisage, si vous voulez. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, moi, dans Les luttes et les rêves, c'est de partir d'individus ordinaires qui disaient des choses ou qui faisaient des choses, qui s'insurgeaient contre une situation, etc., mais qui n'étaient pas forcément constitués en organisation. Et c'est pas une histoire des organisations, c'est pas une histoire, non pas que je sois contre les organisations, les syndicats ou les partis politiques, mais moi je voulais partir des personnes, des individus, et essayer de voir comment ils faisaient des compromis avec le présent, ou comment, ou pas, enfin voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre interrogation. Voilà. Non, oui, c'est bien. Ce qui se passe que chez nous, par exemple, on invente des histoires vraiment... On a inventé des histoires pour avoir du patriotisme. Et c'est ça qui est détestable parce qu'on nous fait des mensonges, quoi. On nous invente des histoires qui, chez nous, par exemple, pour devenir plus patriotiques, quoi.
Mais voilà, c'est ça ce que vous avez dit. Je pense que ce qui est intéressant de vous, c'est de faire attention à la fiction, parce qu'après, ça devient un dogme, et les dogmes, ça devient après des propositions qui sont renforcées par tous, non? Comme on les voit avec les conservateurs, avec les gens qui sont d'extrême droite, non? Créer une sorte de fiction d'un roman national, bah, comme vous l'avez, je pense, si je l'ai bien compris, c'est un peu compliqué parce que cela peut amener des problèmes, des gros problèmes, non? Et je pense que pareil à mon pays, c'est similaire. Et moi, ça c'est un truc sensible, je pense. Oui, mais on a aussi besoin de connaître les mythes. Par exemple, si vous voulez, le livre de Colette Beaune a été mal interprété, mais elle décrivait la mythologie justement médiévale par rapport aux croyances, etc. Et c'est important de comprendre, de l'étudier, ce mythe-là, à ce moment-là, pour essayer de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Mais ça a été utilisé après, ce mythe-là qu'elle avait étudié de près, a été utilisé après à d'autres fins que ceux qu'elle voulait mettre dans sa description, je pense. Il y avait une question par là? Bon, tout d'abord, merci beaucoup. Avant toute chose, moi je tiens à préciser que je suis étudiant en droit, donc je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, donc je vous prie de m'excuser si ma question est un peu bête. Donc, non, pas du tout. Écoutez, il n'y a pas de question bête. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a inspiré une question. Donc finalement, vous avez évoqué un peu en filigrane le républicanisme qui est totalement à la base du récit national. Vous l'avez vu avec les citations que vous avez prises des discours de François Fillon et Nicolas Sarkozy. Est-ce que finalement, ce qui n'est pas à la base de tout ça, ce ne serait pas une peur maladive de l'autre et de laquelle on voudrait créer une idéalisation, voilà, chercher le mot, une idéalisation d'un récit national qui en fait est bien moins idéalisé que ce qui s'est réellement passé, afin de finalement, et c'est là qu'est ma question, d'éviter de mettre les citoyens à distance et que le but finalement soit d'enfermer les citoyens dans ce récit national-là, dans le but qu'ils l'admirent, afin qu'ils le répètent et que finalement ce soit une nostalgie qui aurait pour but d'inspirer finalement l'avenir, uniquement l'avenir, sans que ça se soit pourtant réellement passé. Oui, peur maladive de l'autre, ça je crois, oui. Je crois, et je crois l'avoir dit, et je crois qu'il faut le répéter. Et puis c'est aussi une histoire fictive, hein, parce que l'histoire républicaine telle qu'elle a été... Il faut rappeler que la discipline historique elle-même s'est organisée dans les universités en même temps que la République, que c'est une histoire qui se voulait laïque par rapport à une histoire qui avant était une histoire imprégnée de catholicisme et centrée sur l'étude littéraire, et donc à la fin du 19e, il y a une histoire dite scientifique qui se constitue, mais qui a pour but de démontrer que la République apporte le progrès, etc. Donc, si vous voulez, il y a ce discours républicain, et dans ce discours républicain, effectivement, l'universalisme est mis en avant au nom de la mission civilisatrice venant de la République. Et c'est pour ça aussi que j'ai cité Mélenchon, parce que sa conception d'une République qui, fils des Lumières depuis la Révolution française, oui, et l'universalisme français, il est pour le moins paradoxal. C'est-à-dire que c'est un universalisme qui est quand même pas complètement universel. Si on prend l'exemple des femmes, par exemple, dans l'universalisme, il n'y a pas eu d'étude des groupes possibles. Alors les groupes, y compris les groupes sexués, mais non plus les groupes régionaux, hein. Même si on exaltait la petite patrie, ce n'était pas exactement l'histoire régionale qui se faisait. Et puis, les étrangers, bien sûr. Hein, les étrangers qui ne sont bien que quand ils sont français bon teint, si je peux dire, je mets des guillemets. Hein. Et donc, voilà. Donc, tout cela, ça crée complètement un récit mythique qui n'a pas correspondu à la réalité historique du développement politique de la France. Alors,
Mettre à distance l'autre, oui, je crois que... Alors, c'est peut-être un propos qui vous paraîtra très politique, mais quand on réfléchit aujourd'hui avec la question des migrants, hein, au nombre de migrants qu'a accueilli l'Allemagne et au nombre de migrants qu'a accueilli la France, avec les discours qui ont été tenus là-dessus, c'est quelque chose qui pose question. Je ne suis pas du tout une fan, enfin, partisane d'Angela Merkel, si vous voulez, mais il faut examiner les choses concrètement. Et là, je lisais dans le train en venant une nouvelle qui, alors à la fois c'est réjouissant, mais quand même, dans je ne sais plus quel est le lieu, on avait installé un lieu pour quelques migrants, et il avait été incendié ce lieu-là il y a 1 an. Et il y a eu une enquête journalistique faite 1 an après, et les quelques migrants qui sont là, mais ils sont, enfin, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, ils font des activités dans le village, etc. Donc si vous voulez, ouais, vous voyez, ça existe aussi. Enfin, il ne faut pas avoir seulement une vision unilatérale des choses. Voilà, trop pessimiste, on peut dire, mais il faut un pessimisme contrôlé, quoi. Non, mais D'accord. Oui, pardon, j'ai dérivé. D'accord. Moi j'ai une question. Oui. Et là-haut, on va laisser encore la parole à la salle. Merci. Merci pour votre conférence. La question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'une histoire de France est-elle même souhaitable? Parce que ici la question posée, c'est est-ce qu'elle est possible? Mais plutôt, j'aimerais vous demander, est-ce que pour vous elle est souhaitable? Puisque une histoire de France, déjà on peut revenir sur le terme France, terme assez vague, on pourrait parler de l'histoire du royaume de France, puis de l'État français, et une histoire de la France, on pourrait dire, c'est, en tout cas personnellement, est-ce que c'est pas plutôt une histoire qui est au service de l'État, et même au service de l'État français, comme vous l'avez dit, une histoire de la Troisième République, et puis même une histoire avant Première Guerre mondiale qui doit, on va dire, donner un sentiment national à ses bons compatriotes pour qu'ils puissent faire la guerre contre nos dangereux ennemis, les Allemands, ce qui a été le cas d'ailleurs ces années-là. Donc cette question, c'est est-ce que il n'est pas plutôt plus souhaitable qu'on fasse une nouvelle histoire, une histoire de connaissances, de thématiques, pour permettre plus aux hommes de s'élever, de comprendre leur présent et leur passé, tout simplement. Merci. Vaste programme, je dirais, mais je dirais à la fois oui et à la fois non. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, on arrive au terme, on peut dire, d'une histoire de ce qu'on a appelé les États-nations. Hein, et que c'est voilà, dans l'avenir, même si les historiens ne sont pas faits pour prédire l'avenir, en général, comme les économistes, ils ne se trompent pas. Mais bon, voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce processus, et sans doute, dans quelques temps, on devra prendre les choses autrement, et on commence déjà à le voir. C'est pour ça que je suis partie de l'histoire globale, si vous voulez, parce on voit comment on peut réécrire effectivement une histoire mondiale avec des points de vue complètement différents. Donc ça répond peut-être à votre interrogation, faut-il encore faire une histoire de France, je mets des guillemets, hein. Alors effectivement, vous avez raison de le dire. Il se trouve que je suis allée plusieurs fois là aux Antilles pour
faire un travail historique, et eux, ils parlent de la France. Mais la France, c'est l'Hexagone, si vous voulez. Pourtant, ce sont la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des départements dits français. Donc, vous voyez qu'il y a aussi la perception de l'espace que les personnes ont à un endroit très précis et comment ils le nomment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent que les liens soient complètement rompus avec ce qu'ils appellent la France. Donc, ce point de vue, ce regard, si vous voulez, effectivement est important pour voir ce qu'on met en avant. Alors, vous parlez de thématiques. J'ai été prof en collège quand on a fait à un moment donné une histoire par thématique. C'était un peu le bazar quand même. Hein. Le moulin à travers les âges, la charrue à travers les âges, etc. Certes, mais au bout du compte, il faut bien structurer le temps un tout petit peu et il faut le structurer par l'histoire du pays. Ça ne veut pas dire faire une histoire patriotique, faire une histoire mythique, etc. Mais quand même, il faut bien cadrer, que chacun puisse avoir ce cadre-là. Alors après, qu'est-ce qu'on met dans le cadre? C'est ça. Mais vous avez peut-être raison, dans 20 ans, on fera peut-être une histoire complètement différente, sûrement. Merci. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, la question reprend en partie celle qui vous a posée, c'est qu'au fond, ce que tu dis, à savoir qu'on vit dans un espace, un territoire partagé depuis des générations, qu'il faut bien nommer, ce que tu dis. Ce territoire est un territoire qui a longtemps été plus ou moins exclusif, qui est aujourd'hui beaucoup plus ouvert, et en fait, nous circulons peut-être encore plus qu'il y a des siècles. Donc finalement, une histoire nationale est malgré tout, ou serait malgré tout, quand même indispensable, ne serait-ce que pour saisir le cadre de notre histoire à nous, en tant que communauté, ensemble, avec ses variations, ses différences. Mais en même temps, ça ne suffit pas, puisque ce cadre n'est plus le seul cadre de pertinence. C'est la question que vous posez. Au fond, on ne peut pas éviter finalement, dans une certaine mesure, le cadre national et le roman national, peut-être. Oui, enfin, ça ne doit pas être le seul, voilà. Ça ne doit pas être le seul, et on doit aussi penser, enfin, je ne sais pas, vous avez tous vu ces cartes qu'il y avait dans les classes, qu'il y a peut-être encore, où on voit en rose, hein, la France, au milieu du planisphère, et les gamins, c'est une représentation évidemment du monde qui s'imprègne quand on a ça devant les yeux tout le temps. C'est-à-dire que dire que la France est peu le centre du monde, comme c'était représenté sur les cartes, elle ne l'a jamais été, hein, mais comme c'était représenté sur le planisphère, ben, c'est déjà quelque chose d'important. Hein. Et moi j'ai vu des livres, je suis assez surprise, des livres américains où déjà on enseigne aux gamins à l'école, ce qui est l'équivalent de l'école élémentaire, on enseigne à partir de la Chine, où on enseigne un autre regard, on a complètement décentré le point de vue. Bon, alors sans doute certains essayistes crieraient au secours, mais voilà, ça c'est peut-être... mais on a quand même besoin, quelque part, à un moment, de faire le point sur ce cadre national, je crois, quand même. Enfin, il me semble. Donc, c'est pour vous répondre, du coup, sur le fait que, effectivement, c'est vrai que tout pays a essayé, à un moment ou à un autre, de créer un mythe fondateur, une sorte d'histoire pour fédérer des événements biaisés. Par exemple, on a aux États-Unis le fameux mythe du Far West, les cow-boys héroïques, les shérifs, etc. On a en Angleterre le très célèbre mythe du roi Arthur. En France, on a plus ou moins le mythe de Roland, Durandal et de Charlemagne. Tant que... Charles Martel. Aussi. Qui a arrêté les Arabes à Poitiers. Et c'est assez intéressant de voir qu'en 1500 et quelques, Ronsard avait tenté de faire une épopée mythique au nom de la France.
s'appelle la Franciade et qui a été un cuisant échec, et que à chaque fois qu'on crée un mythe de ce genre-là pour essayer de fédérer une nation, il y a souvent beaucoup de faux et beaucoup de prises de parti, comme le font très bien nos politiciens en ce moment, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on a eu après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde était résistant en France, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'a jamais pu l'être concrètement. Le fait qu'on essaie toujours d'englober dans une généralité tout ce qui est un amassement de points de détail, qui fait qu'on ne peut pas raconter l'histoire non seulement d'un seul point de vue, et sinon tout court de manière objective. Notre question plus courte cette fois. Est-ce qu'il serait aussi pas plus souhaitable que cette histoire de France, on va dire, soit faite par des hommes qui ne sont pas français, justement, comme on l'a vu. Quand je dis homme, je veux dire humain, bien sûr. Quand je dis homme, je veux dire bien évidemment compris, humain. Oui. Non, j'ai compris. Excusez-moi, j'aurais pas dû. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord avec vous. C'est extrêmement important. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs. Pardon ? Oui. Oui, mais il y a eu aussi des histoires d'Africains qui faisaient l'histoire de la France. C'était assez intéressant. C'était assez intéressant. Peu, mais il faudrait, oui. Oui. Ben, il y a eu quand même, de ce point de vue-là, il y a eu quelque chose de très intéressant. C'est d'ailleurs la seule notice sur l'histoire d'en bas qui est dans l'histoire mondiale de la France, et je crois qu'il faut le dire. C'est le récit recueilli par des anthropologues des Kanaks sur la révolte de la guerre, ils disent eux, de 1917, et qui a été recueilli entre autres par Bensa, etc. Et qu'ils ont publié. Et c'est très très intéressant de voir comment, dans ces récits oraux qui sont transmis de génération en génération, quelle est la vision qui est faite justement des Français, hein, des colons, des soldats, de ce qui s'est passé au moment de ce qu'ils appellent eux leur guerre de 1917, alors qu'une partie d'entre eux était mobilisée sur le front en Occident. Donc il y a ce regard-là, qui est, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais qui est aussi intéressant d'avoir, on peut dire, ce regard extérieur, oui. Oui, c'est très important qu'il y ait des gens, des historiens, des historiennes d'origine étrangère qui travaillent sur le pays. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a davantage d'histoires, de livres d'histoire sur la France qui est chaque année aux États-Unis qu'en France. Les Américains, les historiens américains, globalement, publient davantage d'articles d'ouvrages sur la France que les historiens français. Je voulais dire pour une éducation des Français, c'est pour cette question-là.